Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka. Il est le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Il est aussi le président du Conseil supérieur islamique. Avec lui, nous parlerons de ce projet de la radio communautaire islamique et également de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Bonjour, Bonjour, Président. Merci d'avoir répondu à notre émission. Avant de parler avec vous de l'INOC, du calendrier de l'INOC, parlons d'abord de ce grand projet éducationnel que compte lancer le Conseil supérieur islamique, donc une radio communautaire pour éduquer les populations. Qu'en est-il exactement? Bien, merci. Je vous remercie. Vous savez que dans le cadre des missions assignées à notre organisation que nous appelons le Conseil supérieur islamique du Congo, nous avons aussi retenu l'obligation d'installer dans ce pays, à partir de Pointe-Noire, une radio et télévision pour mieux édifier, communiquer avec la population sur toutes les langues, en arabe, en français, en lingala et en kituba, pour la connaissance de notre religion d'abord et pour l'éducation de l'ensemble des citoyens musulmans, non musulmans, sur le comportement que nous devons avoir et le respect des directives des autorités du pays. Dans le cadre religieux, nous avons la possibilité de relier un peu ces préoccupations-là à la population. D'accord. Voilà. Est-ce que cette radio-télévision est destinée à tous les Congolais ou elle est juste destinée aux musulmans? Bon, d'abord, tous les Congolais qui amènent le message, qui répondent à la paix, à l'unité, à la tranquillité, ils sont les bienvenus. Mais c'est d'abord répondre au message de la religion islamique et au respect des directives des autorités du pays par rapport au comportement que nous devons afficher dans ce pays, au respect des règles établies. Donc, c'est une radio ou télévision communautaire, mais islamique, mais qui ne doit pas déborder comme une radio qui fait le commerce. Non, nous ne sommes pas pour les messages politiques ou le commerce, non. Ça pourrait pas être là-bas. Nous, en fait, la loi exige qu'un enfant parte à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais on constate qu'il y a certains parents, notamment musulmans, qui envoient leurs enfants à l'école coranique. Est-ce que ces écoles-là, on enseigne le même programme que les écoles ordinaires? Et est-ce qu'on enseigne en français ou uniquement en arabe? Merci beaucoup, c'est une question très importante. D'abord, on doit retenir que concernant l'école, nous ne pouvons pas inventer notre programme. Nos programmes sont retenus et confirmés, dictés par le ministère de l'enseignement primaire ou secondaire. Maintenant, quant à l'enseignement, je vous ai bien dit que nous, on enseigne franco-arabe, donc en français et en arabe. Bon. Concernant les âges, vous savez, dans le cas de la religion, ce n'est pas comme dans le cas de la scolarité que nous connaissons, mais la religion, même depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on doit apprendre à l'enfant comment prier, pour comment avoir le respect, la crainte de Dieu et à respecter les parents, à respecter les autorités.
Et à partir de là, l'enfant grandit avec cette éducation. Maintenant, dans le cadre de l'enseignement que nous mettons primaire, ça nous respectons le programme du gouvernement. C'est-à-dire, c'est le programme de l'État. Là où nous sommes soumis à suivre de près. Voilà. Quelle est la particularité donc de l'école coranique? Bon, la particularité est claire. On dit bien l'école coranique. Tout simplement, d'abord, c'est l'enseignement religieux pour l'éducation de nos enfants. D'avoir d'abord la crainte de Dieu et de savoir l'histoire de notre religion et de savoir appliquer, comme nous le faisons, 5 prières par jour. Les enfants doivent commencer à apprendre à faire aussi les 5 prières. Et le rentrant dans la tabaski, il y a l'âge pour le ramadan, c'est-à-dire le carême. Tout ça là, ça fait partie de l'éducation. Mais non, l'autre particularité, c'est de savoir que l'enfant doit prendre les enseignements comme tous les autres enfants. Nous commençons par le primaire et on va au secondaire jusqu'à aller au supérieur. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans notre programme scolaire du pays, nous avons les musulmans qui enseignent dans les lycées, les collèges, à l'université, qui enseignent l'arabe. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas un conflit d'intérêt pour nous. D'accord. Alors, vous êtes également le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Le Premier ministre venait d'exposer le plan, la ligne du gouvernement au Parlement. Quel est votre regard sur ces 12 mesures? Vous savez que ça a commencé d'abord par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est le Premier ministre qui nous a fait honneur de nous recevoir. Et aujourd'hui, nous avons suivi sa déclaration devant le Parlement réuni au Congrès pour présenter ces 12 points de priorité des plans d'action. Je vous assure, madame, personnellement, je suis très ravi. Très ravi. Vous savez que c'est ce que nous, on demandait depuis longtemps. La clarté sur les missions du gouvernement et l'adhésion du gouvernement sur les questions de la bonne gouvernance. Ce que le Premier ministre a dit et a fait, je pense que aujourd'hui, vous voyez que l'UNOC est reçu par tous les ministres. Hier, ce n'était pas comme ça. Mais c'est pour que nous tous, nous essayons d'apporter nos contributions pour répondre aux exigences des FMI qui va nous permettre d'avoir un peu, un petit dégagement de respiration sur le plan financier dans le pays. Et vous savez très bien que le pays est en crise. Et lorsqu'on est en crise aiguë comme ce que nous connaissons déjà depuis quelques années, il faut prendre des mesures courageuses. Courageuse au niveau du gouvernement qui est le maître du terrain, de faire en quelque sorte que l'autorité de l'État revienne à sa place. Maintenant, vous savez que aujourd'hui l'autorité de l'État est à terre, et vous savez que les antivaleurs ont gagné toutes les institutions publiques, et ça c'est un grand manque à gagner, c'est un recul pour la nation. Vous savez aussi, en matière de transparence, il faut que les débats, les discussions, le dialogue soient engagés pour que chaque décision que le gouvernement prend doit tenir compte des préoccupations du peuple. C'est ce que nous voulons chaque fois. Et nous avons les problèmes de justice. Il ne faut pas avoir la justice des plus forts. Celui qui a tort, mais il a raison parce qu'il a l'argent. Alors, et ça ne marche pas comme ça. Donc je pense que la corruption, ça c'est notre lutte permanente. Et parfois j'apprends quelques autorités dire,
oui, bon, la corruption, il y a toujours un corrompu et un corrupteur. Non! Dire comme ça, c'est, en tout cas, c'est vendre la nation. D'accord. L'homme de l'État doit respecter ses pouvoirs. Celui qui vient le corrompre, c'est lui qui doit être le premier à le dénoncer, à refuser l'argent. Mais si toi tu prends déjà l'argent, combien te corrompre, ce qui veut dire que tu encourages. Voilà. En parlant de corruption, dernièrement, vous avez reçu ici au siège de l'INOC les enquêteurs de la haute autorité de lutte contre la corruption. Est-ce que cela veut dire qu'au sein de l'INOC, il y a certains opérateurs économiques véreux qui se cachent là, derrière la dette intérieure pour escroquer l'argent de l'État? Non, je pense que nous avons reçu cette commission pour faire les enquêtes d'investigation. S'il y a une enquête d'investigation, donc il y a un problème, il y a un problème de clarté. Bon, mais le problème est là. Le problème, c'est le règlement de la dette intérieure commerciale. Là-dedans, on peut avoir les soupçons sur les personnes. Que tu sois opérateur économique, que tu sois fonctionnaire, en tout cas, pour nous, si tu tombes dans le filet, tu dois être sanctionné. Pas question d'impunité. Parce que, vous savez, la corruption, c'est que nous considérons comme crime contre l'humanité. Et on ne peut pas accepter de donner à nos enfants cette éducation, de gagner les diplômes grâce à l'argent, ou de gagner l'affectation quelque part grâce à l'argent. Non! Il faut la sueur, il faut la connaissance, il faut l'expérience. C'est pour cela que nous disons que nous sommes les premiers à lutter contre la corruption parce que nous avons été les premiers à subir la corruption. On veut te payer une facture au trésor, il faut que tu déposes au moins 40%. On veut te donner un marché, quelque part, il faut que tu déposes de l'argent. Il faut que tu proveennes de l'argent. Et vous gonflez les factures de l'État au détriment de la nation. Et ça, c'est condamnable. C'est pour cela que nous avons accordé cette séance de travail avec cette équipe pour leur dire que nous, on est disposés et on a mis à leur disposition un certain nombre d'informations qui restent encore secrètes. Mais je peux vous dire que la lutte contre la corruption, c'est notre pilier numéro 1. D'accord. La particularité de ce nouveau gouvernement, c'est aussi la création de ce ministère, le ministère de la coopération avec l'étranger, mais aussi et surtout du partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous en pensez, le partenariat public-privé? Vous savez que c'est un département que nous avons salué. Le département de la coopération internationale est chargé du partenariat public et privé en ce qui nous concerne, même la coopération internationale. La coopération internationale veut nous amener à quoi? Vous en avez vraiment besoin de On a la besoin coopération parce que vous savez que au temps du Mono, le secteur privé était présent partout dans toutes les commissions mixtes. Parce que les commissions mixtes en traitent les questions économiques et vous êtes obligé d'apporter votre apport. Concernant le secteur partenariat public et privé, oui, c'est très important, madame. Vous savez que il y a le partenariat entre le privé national et le privé étranger. Parce que bon, notre pays, souvent, on confond un opérateur économique qui traite avec le gouvernement. C'est pas normal. Il faut respecter les clauses du traité d'abord entre les opérateurs économiques et on soumet le dossier à l'État. Bon, le partenariat public et privé, c'est normal. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des grands travaux, vous avez des grands chantiers, vous avez des grandes missions au niveau de Pointe-Noire. Et il faut que le privé soit en accord avec le gouvernement. Et que le gouvernement accompagne. Parce que il y a la considération financière. Il y a la considération d'abord humaine, de la capacité de connaître du terrain. Il y a
les formalités qu'il faut imposer au niveau de l'État, au niveau fiscal, tout le reste. Donc à ce niveau-là, la collaboration est très très importante pour nous dans le cadre de partenariat public et privé. Aujourd'hui, nous rentrons dans le secteur agricole, nous rentrons dans le secteur minier et tout ça, mais il n'y a pas que le privé. Il faut que le privé et l'État fonctionnent ensemble. Nous avons des problèmes d'ordre institutionnel, les problèmes de la fiscalité, les problèmes de la bonne politique du gouvernement. Et à ce niveau-là, dans le partenariat public et privé, nous créons un cadre de concertation. Et ce cadre de concertation nous permet de tomber d'accord avec le gouvernement sur ce que nous avons arrêté ensemble en ce qui concerne les arrêtés, les décrets qui rentrent en contact direct avec le monde des affaires. À ce niveau-là, c'est le partenariat public et privé. C'est comme dans les commissions mixtes, c'est pareil. Donc je pense que ce poste était très attendu et je remercie le président de la République qui a créé ce département important pour nous permettre d'avoir une approche avec l'État sur les questions de la bonne gouvernance des politiques économiques de notre pays entre le secteur privé et le secteur public. Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais se plaignent de la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Ce sont même des denrées alimentaires, mais aussi des produits de première nécessité. Chaque commerçant fixe le prix à sa manière, ce qui n'arrange pas le consommateur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que vous savez que là, c'est une question de commandement de l'État. Nous sommes dans un État organisé, nous ne sommes pas dans un État voyou. Et lorsqu'on parle du commerce, il y a un ministère du commerce chargé de ces questions, qui a la réglementation, qui a les mesures à prendre. Si à la base, les commerçants ou le secteur informel, d'autres, abusent sur les prix qu'il faut afficher dans les produits que nous mettons à la disposition de la population, les consommateurs, la responsabilité revient au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit nous mettre tout droit sur le chemin du respect des règles en vigueur. S'il y a faille par les opérateurs économiques, on frappe. Mais s'il y a faille au niveau du gouvernement, c'est le président qui doit frapper. Pourquoi attendre? Parce que si on met les ministères, ils sont des gendarmes. Oui, mais pourquoi les commerçants n'ont pas une prise de conscience? Parce que d'abord, on exige que les prix soient affichés, mais à chaque fois que l'État vient, 2 mois, 3 mois, ils enlèvent encore les prix. Est-ce qu'il ne faut pas une prise de conscience? Le commerçant, prise de conscience, oui, il est là, il respecte la fiscalité et tout. Mais dans ses méthodes à lui, en tant que commerçant, l'homme d'intérêt, l'homme qui veut gagner, mais il a ses tactiques à lui. Mais l'État qu'on met en place comme ministère du Commerce, il a aussi ses tactiques pour arrêter vite ce genre d'opération. Tout ça, si ça continue, madame, vous savez que on ne peut pas commander ce groupe de personnes sans sanction. Il faut la sanction. S'il n'y a pas la sanction, ce qui veut dire qu'il y a la corruption là-dedans. Et qui subit? C'est la population. Donc il ne faut pas, moi je ne cherche pas à me cacher derrière le commerçant, bien celui qui... Non, chacun a son rôle. Moi je suis un commerçant, je veux les intérêts, je profite là où c'est vide. Mais l'État, qui a double mission de contrôle, doit veiller sur l'application pour protéger la population et protéger le marché national. D'accord. Quel est le plan d'action de votre association pour accompagner le gouvernement dans ce nouveau quinquennat? Vous savez que l'UNOC, en tant qu'ancien patronat, nous avons un plan de travail rigoureux. Vous constatez que nous sommes en contact maintenant partout avec les membres du gouvernement. Nos propres séminaires de formation et d'éducation
et surtout en ce qui concerne la crise qui sévit nos entreprises, en ce qui concerne le règlement de la dette intérieure commerciale, en ce qui concerne le règlement des sinistres, en ce qui concerne la coopération avec les partenaires des pays amis, qui est par exemple le partenariat public et privé. Donc toutes ces questions sont dans notre calendrier et nous essayons de faire comprendre à nos entreprises que la crise n'est pas toujours l'élément qui peut nous neutraliser. Vous savez que il y a eu d'autres pays qui ont pu se développer grâce à la crise. Et la crise est là, oui, on tire des leçons. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, la crise. Aujourd'hui, comme on voit avec nos partenaires des FMI, oui, on se bat avec eux. Si on a emprunté de l'argent à FMI pour réaliser un certain nombre de projets, c'est tout à fait justifié. Tout simplement parce que nous savons que en réalisant ces projets-là, on devait avoir la rentabilité sur le plan économique et financier. On devait aussi avoir la rentabilité de confiance avec le peuple. Parce que ça sert à servir le peuple lorsqu'on parle des routes, lorsqu'on parle des chemins de fer, lorsqu'on parle des grands projets. Cela, c'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour la nation. Donc, ce sont des activités à rentabilité à moyen terme, à long terme. Donc, je pense que notre plan d'action, c'est de jouer notre rôle patronal en permanence et nous devons éduquer les opérateurs économiques qui ont la chance d'avoir les marchés d'État, de respecter leurs cahiers de charges et leurs engagements. L'INOC parlait souvent de la dette intérieure. Une partie de cette dette intérieure a été payée. Qu'est-ce que vous attendez encore de la part de l'État concernant cette dette intérieure? Ah, c'est une très bonne question, madame. Vous savez que la question de la dette intérieure, on s'est embrouillé. Hein? Et les gens ont pensé qu'on a réglé la dette intérieure. Non, pas du tout. Une partie. Nous avons eu l'effort du président avec nos partenaires, les banquiers, pour apporter un peu de soutien aux opérateurs économiques qui ont eu des travaux et des dettes avec les banques l'année 2014-2016. Sur les 300 et quelques milliards qu'on vous dit, mais les opérateurs économiques ont reçu que peut-être 30 milliards. C'est ce qui fait que vous constatez sur le terrain, il n'y a pas une relance économique. Dans ces 30 milliards, nous disons que nous avons peut-être payé nos dettes auprès des banques. Mais le reste, les mini qui restaient là, on n'a pas pu relancer nos activités. Donc, ce n'était pas une opération qui pouvait satisfaire tout le monde. Et vous avez le grand lot de la dette intérieure commerciale qui part de 97, bien sûr depuis le plan quinquennal jusque-là, et jusqu'à 2010, mais on n'a pas touché à ça. Ces dettes-là sont là au niveau de la CCA. Nous cherchons à discuter avec le gouvernement pour s'accorder pour le règlement de cette dette. On a tenté quelques opérations de titres par-ci par-là avec les banques étrangères. Ça n'a pas marché. Et nous pensons qu'il faut le dialogue avec le gouvernement. Comme ça, au moins, nous pourrons faire des propositions concrètes. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent liquide maintenant. Mais on peut dialoguer, discuter sur les différentes formes de règlement de cette dette qui vont permettre à l'État de respirer, qui vont permettre aussi aux opérateurs économiques de respirer. Voilà. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire que nous n'avons pas abordé au cours de cet entretien à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent? Merci, madame. Vous savez que nous, en tant qu'opérateurs économiques, qui sont les représentants de ces acteurs économiques, nous ne pouvons qu'encourager les opérateurs économiques, les Congolais, le secteur formel et le secteur informel, que chacun dans son coin, de se mettre au travail, quelles que soient nos difficultés, quelle que soit votre taille d'intervention d'entreprise,
quel que soit le secteur, pour que nous essayions de sauver notre pays face aux travailleurs qui sont nos jeunes, face à la fiscalité, face au lancement de différentes activités que nous appelons la diversification de l'économie nationale. Et surtout, maintenir le dialogue. Le dialogue parce que c'est là où nous pourrons trouver des solutions pour sauver nos activités. Voilà ce que je peux demander aux opérateurs économiques. Que personne ne soit effrayé sur les questions des FMI qui bloquent, qui n'a pas payé. Non, les questions des FMI, c'est une préoccupation à part. Mais aujourd'hui, ce que nous pensons que le programme du gouvernement, tel qu'indiqué, nous pensons apporter notre contribution. D'accord. Monsieur El Hadj Djibril Abdoulaye Boubacar, président de l'Union nationale des opérateurs du Congo et du Conseil supérieur islamique, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise et à tout moment sur les plateformes YouTube, WhatsApp et Facebook. Merci, au revoir.